Je sais ce qu'est le temps, sans pour autant y réfléchir constamment. Cette citation du philosophe Augustin d'Hippone, qui vécut il y a plus de 15 siècles, reste d'une étonnante actualité. Si l'on réfléchit au voyage dans le temps, et pas seulement au déplacement temporel ordinaire qui nous conduit du berceau à la vieillesse, on se rend compte que ce qui nous attire véritablement, c'est le voyage vers le futur ou le passé. Or, cela reste extrêmement difficile à concevoir concrètement. La question du retour dans le passé demeure controversée. La science n'écarte pas la possibilité de voyager dans le futur, mais comment cela est-il possible? La physique explique le temps comme la quatrième dimension. Plus simplement, tout dans notre réalité possède une largeur, une hauteur et une longueur, ce sont les trois dimensions de l'espace. La durée, dans le temps, constitue la quatrième dimension. Le fait que nous mesurions le temps en minutes, heures ou jours ne signifie pas qu'il possède une vitesse constante. On peut comparer cela au courant d'une rivière, l'eau se déplace à des vitesses différentes selon les endroits, tout comme notre insaisissable temps. C'est dans cette relativité que réside la clé des voyages à travers la quatrième dimension. Le grand Albert Einstein a postulé que la matière pouvait ralentir le temps, et il avait raison, plus un objet est lourd, plus le temps ralentit à ses abords. La preuve en est, les satellites GPS qui volent au-dessus de nos têtes. Chaque satellite embarque des horloges extrêmement précises qui, chaque jour, avancent d'un tiers de milliardième de seconde. Bien sûr, elles sont reprogrammées quotidiennement. Il ne s'agit pas d'une défaillance des horloges, mais simplement du fait que, à cause de la forte masse de la Terre, le temps s'écoule légèrement plus lentement à sa surface qu'en orbite. Imaginez maintenant la machine temporelle naturelle la plus puissante, pesant plusieurs millions de fois la masse de notre Soleil, un trou noir. Stephen Hawking, le célèbre physicien théoricien, a calculé que si l'on plaçait un vaisseau spatial avec un équipage sur une orbite appropriée autour d'un trou noir au centre de notre galaxie, le temps pour cet équipage serait ralenti de moitié. S'il voyage sur cette orbite pendant 5 ans, 10 ans se seront écoulés sur Terre. L'équipage reviendrait donc sur une Terre future où leurs anciens contemporains auraient 5 ans de plus qu'eux. Un autre élément clé pour voyager vers le futur est la vitesse de déplacement. Si vous voyagez à une vitesse proche de celle de la lumière, vous serez inévitablement projeté dans le futur. Pour illustrer ce concept, Stephen Hawking a imaginé un train hypersonique dont les passagers se trouveraient dans une véritable machine à voyager dans le temps. Imaginons ce train circulant autour de la Terre, accélérant constamment. Il ne pourra pas atteindre la vitesse de la lumière, les lois de la physique l'en empêchent, mais il pourra s'en approcher. Si notre train effectue 7 tours par seconde, après une semaine de voyage pour les passagers, 100 ans se seront écoulés sur Terre. Dans cette situation, le temps pour les voyageurs est ralenti beaucoup plus fortement qu'en orbite autour d'un trou noir. Pourquoi ce ralentissement? Il s'agit d'une sorte de protection de la vitesse limite. Si un passager tentait de courir dans le sens du mouvement du train pour dépasser ou atteindre la vitesse de la lumière, il serait déçu, les lois de la nature ralentiraient toujours le temps pour protéger cette vitesse limite. À titre d'analogie, on peut citer le grand collisionneur de Hadron, où les scientifiques ont constaté un ralentissement du temps pour les objets se déplaçant à 99% de la vitesse de la lumière. Même si les particules se désintègrent très rapidement, existant seulement pendant 25 milliardièmes de seconde, lorsqu'elles sont accélérées à cette vitesse, leur durée de vie est multipliée par 30. Un autre argument en faveur de la réalité des voyages dans le futur. Quant au voyage dans le passé, il reste pour l'instant impossible à concevoir. L'idée même soulève de nombreux paradoxes, notamment celui de la conséquence précédant la cause. Cependant, en suivant la théorie du multivers, on pourrait voyager dans son propre passé, mais seulement dans un univers parallèle. Vos actions n'auraient alors aucun impact sur votre univers d'origine, et vous ne pourriez plus y retourner. Presque chacun d'entre nous rêve de percer les mystères du temps et de maîtriser ce qui nous semble parfois impitoyable. La théorie M, actuellement la plus stable en physique théorique et extension de la théorie des cordes, suppose l'existence de 11 dimensions, voire 12 selon la théorie F, dont 2 seraient temporelles. Nous n'en percevons cependant que 4, notre espace tridimensionnel habituel se déplaçant le long d'une ligne, dans un seul sens. Cette ligne, que nous appelons le temps, constitue notre quatrième dimension, une ligne de vie où nous nous déplaçons du passé vers le futur. Un ballon au repos est un cercle en 2 dimensions, une ligne en 1 dimension, une sphère en 3 dimensions, et en 4 dimensions, ce même ballon devient une sorte de tube avec des extrémités hémisphériques. En 4 dimensions, le ballon est un tube, et la sphère est une projection tridimensionnelle de cette figure quadridimensionnelle. Mais qu'en est-il d'une 5e dimension? Dans Interstellar, on nous a montré une version de la 5e dimension,
une sorte d'hypercube composé d'un nombre immense de chambres, chacune représentant un espace tridimensionnel à un moment donné de l'existence de la fille du héros. Le héros communiquait avec sa fille dans le passé grâce à des anomalies gravitationnelles. Cette représentation ne contredit pas les interprétations scientifiques. Cette dimension peut être considérée comme un plan d'ordre supérieur, composé d'un ensemble de ramifications de la ligne de vie, c'est-à-dire de tous les événements possibles. Si l'hypothèse d'un nombre infini de réalités parallèles est vraie, alors dans la 5e dimension, nous devrions voir toutes les lignes de toutes les réalités parallèles possibles, s'étendant dans un nombre infini de directions. Il est difficile d'imaginer comment cela pourrait être possible. Si des êtres avaient accès à la 5e dimension, comment serait alors leur vie? Les lois de la physique fonctionneraient probablement selon un scénario différent. C'est dans la 5e dimension que l'espace-temps quadridimensionnel devrait se plier pour rapprocher deux points sur une ligne, un phénomène appelé courbure de l'espace-temps, indispensable au voyage dans le temps. On peut affirmer avec certitude que pour des êtres ayant accès à d'autres dimensions, le temps signifie quelque chose de différent. Interstellar nous a offert une belle visualisation artistique de ce dont les scientifiques ne font que parler. L'humanité n'a pas encore réussi à voir ou à ressentir plus de 4 dimensions et à agir sur le temps. Nous sommes donc très reconnaissants aux créateurs du film qui ont su imaginer et nous montrer la 5e dimension et la gravité à travers le temps, qui nous laisse véritablement perplexes, car l'homme est incapable de se confronter à quelque chose de tel. Et si c'était vraiment ainsi? Un tel film incite les gens à réfléchir, à raisonner, à s'intéresser à la science, et cela nous réjouit. La réalité que nous observons quotidiennement est assez subjective, chaque individu interprétant ce qu'il voit à sa manière. Malheureusement, seule une infime partie de l'univers est accessible à notre observation. Les représentants de Homo sapiens ressemblent à des lapins dans un labyrinthe, nous pouvons choisir notre direction, mais voir l'image dans son ensemble est impossible pour un observateur aussi petit et impuissant. Les astrologues de l'Antiquité n'étaient pas surnommés à tort des êtres célestes, car ils comprenaient le langage du ciel et savaient déchiffrer le murmure des étoiles lointaines. Aujourd'hui encore, la profession d'astronome est respectée, car on considère que ces personnes observent tout l'univers visible et que presque rien ne leur est caché. Pourtant, il existe des choses dont la pensée même inspire une crainte superstitieuse, même aux plus grands scientifiques, que dire des simples citoyens. Par exemple, la question du nombre d'univers contenus dans notre univers peut sembler étrange à première vue. Les gens ont l'habitude de penser qu'ils vivent dans une immense bulle remplie de myriades de galaxies où brillent les étoiles et tournent les planètes. C'est vrai, mais il existe un autre point de vue sur le sujet. Le chemin vers la prise de conscience que nous ne sommes pas le centre de l'univers a été long et difficile. Le système géocentrique, qui plaçait la Terre au centre et les autres corps célestes en rotation autour, est depuis longtemps dépassé. Le système héliocentrique, puis galactique, a remplacé le précédent. L'humanité moderne a compris que notre métagalaxie n'a pas de centre et qu'elle recèle de nombreuses énigmes non résolues. Il est possible que des centaines de millions d'univers, emprisonnés dans un réseau commun, coexistent à côté de nous, mais nous sommes incapables de les voir, un peu comme le lapin dans le labyrinthe. La philosophie et la science soutiennent toutes deux la théorie du multivers. De nombreux scientifiques pensent que tous les scénarios de vie possibles se réaliseront forcément dans l'un des milliards de mondes, car la possibilité et la réalité sont étroitement liées. En d'autres termes, si vous n'avez pas pu vous résoudre à faire un tour du monde dans cet univers, vous le ferez certainement dans un autre. Dans un monde, vous êtes un roi, dans un autre, un esclave. Si vous regardez cette vidéo ici et maintenant, dans un autre univers, vous êtes peut-être en train de voler en avion, ou de dormir. Dans certaines réalités, les pires scénarios possibles se réalisent, tandis que dans d'autres, les meilleurs, et cela ne contredit pas les lois universelles. Une pièce de monnaie ne peut pas tomber sur pile et face simultanément. Le thème des réalités variées a été repris maintes fois dans les contes de fées et les films de science-fiction, Le Magicien d'Oz, La Porte dans le mur de Wells, ou le film court, Lola, court. Ces théories trouvent également un écho en physique quantique. Dès 1950, Hugh Everett III, un célèbre astrophysicien américain, a formulé l'interprétation à nombre monde, selon laquelle notre monde familier n'est en fait qu'une petite partie d'un nombre infini d'univers. Comment sont apparues ces étranges réalités? Le point de départ de notre univers est le Big Bang. Ce qui s'est passé ensuite est inconnu. L'une des hypothèses suggère que, suite à l'expansion fulgurante dans les premières secondes après le Big Bang, l'univers s'est littéralement gonflé, augmentant de 1,0 fois. L'espace ainsi créé, rempli de faux vides, a engendré de nombreux mondes, dont le nôtre, possédant des propriétés, des constantes physiques et des conditions différentes.
Si nous pouvions jeter un coup d'œil dans l'un de ces univers, ce monde nous semblerait probablement très étrange. Compte tenu de la taille gigantesque de la bulle du multivers, la frontière des domaines voisins est incroyablement éloignée. La réponse à la question de l'emplacement des Eubran et des murs des univers voisins se trouve peut-être dans le mystère de la matière noire, qui représente bien plus que les 5% de matière ordinaire. Selon de nombreux scientifiques, ce sont ces mondes inconnus qui constituent cette masse cachée. Mais la question la plus intéressante est de savoir ce que sont ces univers voisins. L'homme a tendance à mesurer le monde qui l'entoure à sa propre mesure. Par conséquent, les théories sur les univers voisins sont, dans une certaine mesure, anthropomorphiques. Mais il est fort probable que les lois et les conditions de ces réalités multiples nous soient totalement étrangères. Cette idée est extrêmement stimulante pour l'imagination, n'est-ce pas? Andrei Linde, un autre partisan de cette théorie, considérait que l'univers est fractal, c'est-à-dire que l'on pourrait même voyager entre ces différentes parties, bien qu'un tel voyage touristique durerait forcément des dizaines de millions d'années. Ces mondes mystérieux sont comparés par les scientifiques à un énorme récipient où l'eau se trouve dans différents états, glace dans une partie, gaz dans une autre, eau ordinaire dans une troisième, et ainsi de suite à l'infini. Pourtant, tous ces mondes appartiennent à un seul univers, dont ils se sont détachés. Ce ne sont pas les seules variantes sur le thème du multivers. Martin Rees, professeur de cosmologie et d'astrophysique à l'université de Cambridge, a émis l'idée dans les années 1990 que la nature crée des multivers à des fins expérimentales, comme un terrain d'expérimentation. Rees pensait que de nombreux univers étaient totalement vides, car l'apparition de la vie nécessite un ensemble de conditions très strictes, une amplitude de température étroite, la présence d'eau, une position dans la zone habitable, un âge avancé de l'étoile et d'autres éléments nécessaires. Les conditions physiques de notre monde satisfont ces exigences, mais elles ne se répètent probablement pas dans les univers voisins. L'Inde pense également que de nombreux univers naissent morts, sans aucune chance de se développer, et que certains s'effondrent immédiatement après leur apparition. Cependant, il est possible que dans d'autres mondes, les cartes aient été aussi favorables que dans le nôtre, et que les conditions y soient similaires. Les univers Max Tegmark, professeur à l'université de Pennsylvanie, sont les plus controversés mais aussi les plus originaux. Ce physicien pense que les mondes voisins sont un ensemble rigide de formules et de lois mathématiques existant en dehors du temps et de l'espace. C'est le scénario le plus effrayant et inéluctable, car les canons algébriques rendent les mondes obligatoires et immuables. Ainsi, si l'on suppose que les univers numériques sont remplis de souffrance et de mal, ils dureront pratiquement éternellement une description de l'enfer. Il existe un autre point intéressant concernant le multivers, comment se rendre dans un univers voisin. Existe-t-il un portail ou un trou de verre, parfois appelé trou noir? Andrei Linde affirme que pour trouver les limites des mondes et les traverser, deux conditions principales sont nécessaires, une durée de vie extrêmement longue et une très grande réserve d'énergie. La première condition est due au fait que la distance jusqu'à la frontière la plus proche est peut-être de 1,0 année-lumière. La seconde est nécessaire en raison de l'immense potentiel énergétique de ces membranes. Si une personne franchissait ce mur infranchissable, elle mourrait probablement instantanément, son corps se décomposerait en particules ou changerait radicalement de propriété, ce qui serait également incompatible avec la vie. Quelle est la véritable nature de l'univers? Les hommes essaient de répondre à cette question depuis des siècles, en élaborant diverses théories et en inventant des histoires pour décrire au mieux ce monde. Mais plus nous nous approfondissons, plus nous comprenons que les bizarreries sont nombreuses et que la véritable nature d'une telle complexité n'est pas facile à saisir. La théorie des cordes est si étrange et controversée que de nombreux scientifiques du monde entier tentent de la confirmer ou de l'infirmer, la considérant comme une théorie universelle de tout. Pourquoi a-t-elle été inventée et dans quelle mesure est-elle vraie? Peut-être s'agit-il d'une invention supplémentaire pour comprendre au mieux la réalité qui nous entoure. Les scientifiques ont essayé d'examiner les choses au plus près. Imaginez à quel point le monde moléculaire peut être étonnant. Les structures moléculaires sont composées de minuscules particules appelées atomes. Le cours de physique de base enseigne que l'atome est la plus petite particule de l'univers, la base de toute réalité. Mais en examinant plus profondément, en faisant entrer en collision deux atomes avec une grande force, les scientifiques ont compris qu'il existait des particules encore plus petites, les particules élémentaires. Une nouvelle question se pose alors, qu'entend-on par voir? Pour voir, il faut de la lumière, plus précisément une onde électromagnétique. L'onde traverse l'espace, frappe une surface, se réfléchit et atteint nos yeux, qui reconstituent l'image à partir des informations reçues. En d'autres termes, sans lumière, nous ne pouvons rien voir. Rappelez-vous combien de choses vous pouvez distinguer dans une pièce sombre.
Ce principe permet de voir les objets de grande taille, mais que faire avec les objets très, très petits? Les ondes électromagnétiques ne peuvent pas les voir ou les toucher. Ce problème pourrait être résolu si l'on parvenait à produire des ondes électromagnétiques plus courtes et plus intenses. Mais il y a un hic, une forte intensité des ondes électromagnétiques endommagerait les particules élémentaires, ce qui rendrait leur étude précise impossible. Ce fait, en raison de son importance, a été appelé principe d'incertitude de Heisenberg, à la base de toute la physique quantique. Comment étudier ces particules élémentaires, déterminer leurs dimensions, leur nature, etc. En réalité, nous ne le savons pas. Au XXe siècle, deux fondements théoriques sont apparus pour la formulation des lois de la physique, la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein, qui explique la force de gravité et la structure de l'espace-temps, et la mécanique quantique, une formulation différente pour décrire les phénomènes physiques en utilisant les principes de probabilité. À la fin des années 1970, ces deux structures se sont avérées suffisantes pour expliquer la plupart des caractéristiques observables de l'univers, des particules élémentaires et des atomes à l'évolution des étoiles et de l'univers dans son ensemble. La théorie des cordes est un cadre théorique qui tente de résoudre ces questions et bien d'autres. Le point de départ de la théorie des cordes est l'idée que les particules ponctuelles de la physique des particules peuvent également être modélisées comme des objets unidimensionnels appelés cordes. La théorie des cordes décrit comment les cordes se propagent dans l'espace et interagissent entre elles. Dans cette version de la théorie des cordes, il n'existe qu'un seul type de corde, qui peut ressembler à une petite boucle ou à un segment de corde ordinaire, et qui peut vibrer différemment. À une échelle de distance supérieure à celle de la corde ressemblera à une particule ordinaire, avec sa masse, sa charge et d'autres propriétés déterminées par l'état vibratoire de la corde. Ainsi, toutes les différentes particules élémentaires peuvent être considérées comme des cordes vibrantes. L'un des états vibratoires de la corde donne naissance au graviton, la particule mécanique quantique qui porte la force gravitationnelle. Ainsi, la théorie des cordes est une théorie de la gravitation quantique. L'un des événements majeurs des dernières décennies dans le domaine de la théorie des cordes a été la découverte de certaines transformations mathématiques duales qui identifient une théorie physique à une autre. Les physiciens étudiant la théorie des cordes ont découvert un certain nombre de ces dualités entre différentes versions de la théorie des cordes, ce qui a conduit à l'hypothèse que toutes les versions cohérentes de la théorie des cordes sont incluses dans une structure unifiée connue sous le nom de théorie. Les recherches sur la théorie des cordes ont également donné un certain nombre de résultats sur la nature des trous noirs et les interactions gravitationnelles. Il existe certains paradoxes qui surviennent lorsqu'on essaie de comprendre les aspects quantiques des trous noirs. À la fin de 1997, cette ligne de recherche s'est conclue par la découverte de la correspondance AZ-CFT, un résultat théorique qui relie la théorie des cordes à d'autres théories physiques mieux comprises théoriquement. La correspondance AZ-CFT est importante pour l'étude des trous noirs et de la gravité quantique, et elle s'applique à d'autres domaines, notamment la physique nucléaire et la physique de la matière condensée. L'un des problèmes de la théorie des cordes est que la théorie complète n'a pas de définition non perturbative satisfaisante dans toutes les circonstances. La diffusion des cordes est le plus facilement définie à l'aide des méthodes de la théorie des perturbations, mais on ne sait pas comment définir la théorie des cordes de manière non perturbative. On ne sait pas non plus s'il existe un principe par lequel la théorie des cordes choisit son état de vide, l'état physique qui détermine les propriétés de notre univers. Le point de départ de la théorie des cordes est l'idée que les particules ponctuelles de la théorie quantique des champs peuvent également être modélisées comme des objets unidimensionnels appelés cordes. L'interaction des cordes est plus directement définie par une généralisation de la théorie des perturbations au niveau des diagrammes de Feynman. Cela signifie le remplacement d'un diagramme unidimensionnel représentant le trajet d'une particule ponctuelle par une surface bidimensionnelle représentant le mouvement d'une corde. Contrairement à la théorie quantique des champs, la théorie des cordes n'a pas de définition complète non perturbative. Par conséquent, de nombreuses questions théoriques auxquelles les physiciens aimeraient répondre restent hors de portée. L'histoire de la théorie des cordes n'est pas une théorie du tout, mais comme l'histoire des particules ponctuelles, elle peut être très utile. Nous ne connaissons pas encore parfaitement la véritable nature de la réalité et de l'univers, mais nous continuerons à chercher une réponse à cette question, en essayant de découvrir la vérité, même si elle ne s'ouvre pas à nos esprits. Qu'ont en commun une galaxie spirale, un livre de Dan Brown, un mollusque céphalopode et des lapins fertiles? Rien, répondrez-vous, mais un lien existe, et vous allez en être convaincu. Commençons par le commencement. Au début du XIIIe siècle, le grand mathématicien Leonardo Pisano, plus connu sous le nom de Fibonacci, a fait une observation intéressante dans son livre, basé sur le calcul d'une population de lapins hypothétique. Il a pris pour base un couple adulte qui, à partir du deuxième mois de cohabitation,
commençaient à se reproduire activement, non pas de manière chaotique, mais selon une séquence originale. Chaque mois, le nombre d'animaux était égal à la somme des 2 mois précédents, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ainsi est née la suite de Fibonacci, qui stipule que la somme de 2 chiffres précédents est égale au chiffre suivant. Cette suite peut être prolongée indéfiniment. À quoi nous servent ces considérations mathématiques? Le fait est que la suite de Fibonacci est la base, le point de départ à partir duquel la nature crée de nouvelles formes, commençant le processus littéralement de zéro. Léonard de Vinci n'a pas vraiment découvert l'Amérique en décrivant les proportions humaines idéales. Il a simplement donné une forme graphique à ce dont parlait son homonyme lorsqu'il a découvert la suite de Fibonacci. Avant notre ère, ce postulat était mentionné par le mathématicien grec Pythagore et par Euclide dans ses éléments. La spirale de Fibonacci est une loi de perfection cosmique. Ces manifestations se retrouvent dans les sciences, les arts et la nature. Les proportions idéales sont calculées en tenant compte du rapport de la partie la plus grande à la plus petite, de même que le segment entier se rapporte à la partie la plus grande. Si l'on ajoute les rapports inversement proportionnels entre les nombres voisins, ils oscillent entre 0,618 et 1,618. Plus la suite s'éloigne du point de départ, plus les écarts se réduisent, rapprochant progressivement la suite du nombre d'or, ou du fameux nombre, avec des décimales infinies et jamais répétées. En reliant des carrés selon cette suite, on observe des métamorphoses étonnantes. Si l'on trace des lignes courbes à travers les angles des figures géométriques, on obtient une spirale qui part d'un seul point. C'est l'alpha et l'oméga de l'univers, le code mystérieux dont la nature se sert pour créer ses chefs-d'œuvre. Examinons la signification et les manifestations du nombre d'or dans la nature, où l'on observe une véritable perfection mathématique, tout d'abord, dans les proportions canoniques du corps humain, comme Léonard de Vinci l'a représenté sur son croquis de l'homme de Vitruve. Ce n'est qu'un exemple classique, les autres se trouvent partout, sous l'eau, dans le cosmos profond, et parfois littéralement au-dessus de nos têtes. Par exemple, une simple pomme de pin, remarquez comment ses écailles sont disposées en spirale, et les nombres d'écailles des spirales voisines ne s'écartent pas d'un iota de la suite de Fibonacci. Ce n'est pas tout. Les exemples incluent les tournesols et leurs graines disposées avec une précision géométrique, le chou romanesco, l'aloès, les coquillages de certains mollusques. Dans l'ADN humain, il y a 23 paires de chromosomes dans les cellules somatiques. Les chromosomes porteurs de maladies héréditaires sont les 8, 13 et 21. Cette étonnante régularité en spirale se retrouve également dans les ouragans, les embryons végétaux et animaux, la disposition des bourgeons sur les arbres et des feuilles sur les tiges, les spirales des cornes des ongulés, les toiles d'araignées, les proportions du corps des libellules et des lézards. Mais les organismes vivants ne sont pas les seuls à répondre à cette formule magique. Les constructions artificielles tendent également vers la perfection. Si vous tracez un carré de Fibonacci sur une grande feuille de papier, puis que vous effacez toutes les lignes intérieures, vous obtenez un rectangle d'or. Les côtés de cette figure sont dans des proportions idéales, avec un coefficient de rapport entre les nombres égal à une fraction décimale infinie, ou au nombre d'or. Le phénomène réside également dans le fait que si l'on sépare des carrés des rectangles intérieurs, on obtient toujours un rectangle, mais plus petit, et ainsi de suite à l'infini. Les designers utilisent avec succès la règle du nombre d'or pour donner à leur projet proportion et harmonie. Il s'avère que la beauté a une mesure mathématique impeccable qui détermine la perception visuelle. Les architectes et les artistes de l'Antiquité ont également utilisé cette règle, le Parthénon d'Athènes, les pyramides mayas, Notre-Dame de Paris, la scène de Léonard de Vinci, la statue d'Athéna, le Zeus de Phidia, l'Apollon du Belvédère, Néfertiti. De plus, conformément à la suite de Fibonacci et aux lois du nombre d'or, il est possible de calculer le volume sonore optimal, la température, l'humidité et la pression confortable. Ces règles mathématiques fonctionnent également dans la littérature et la musique, l'harmonie des œuvres de Pouchkine, Lermontov, Beethoven et Chopin est basée sur la suite de nombres de Fibonacci. Si l'on détourne le regard des problèmes terrestres et que l'on lève les yeux vers le ciel, il devient évident que le système solaire obéit au même code universel. Il a été calculé que la distance entre le Soleil et Mercure, ajoutée à la distance séparant Mercure de Vénus, correspond exactement à la distance entre Vénus et la Terre. Le système solaire et les galaxies sont des spirales de Fibonacci, dont le centre est une étoile ou une galaxie. Qui est cet architecte mystérieux qui a programmé ces suites numériques, comme dans le célèbre livre de Dan Brown, le Da Vinci Code, et tout s'est-il passé comme il l'avait prévu? La spirale de Fibonacci et le nombre d'or sont des lois qui unissent le microcosme et le macrocosme,
des plans d'ensemble avec des calculs précis permettant de créer des structures et des œuvres d'art incroyables, et de comprendre les mystères de l'univers. La clé de l'existence même? Peut-être que cela sonne un peu pompeux, mais imaginez ce qu'il adviendrait de l'image du monde et de nous-mêmes s'il n'existait pas cette loi universelle. Peut-être qu'au lieu de corps humains forts et harmonieux, la Terre serait peuplée de monstres inimaginables, errant inconsciemment au milieu d'un chaos végétal. La planète et l'univers existeraient-ils même? En répondant à une question, une autre apparaît, puis 2, 3, 5, 8, 13. Vous suivez? Parlez à vos amis de choses étonnantes, bien que familières à première vue. Partagez cette vidéo et participez à la discussion sur des sujets intéressants dans les commentaires. N'ayez pas peur de contredire et de discuter, car c'est ainsi, comme on le sait, que naît la vérité. Y a-t-il de la vie sur Mars? La science n'en sait rien pour le moment. Cette phrase, prononcée il y a plusieurs décennies, reste d'actualité. La question de l'habitabilité de la planète rouge en a lassé plus d'un. Pourtant, essayons encore une fois d'examiner attentivement la surface rouillée de notre voisine et de réfléchir à ceci: si la vie existait sur Mars, à quoi ressemblerait-elle? En parlant de Mars, on mentionne souvent des lits de rivières asséchées, où coulaient autrefois des rivières, ce qui signifie qu'il y avait probablement une vie foisonnante. Où est-elle passée? Sous la surface de la planète rouge? A-t-elle provoqué l'apparition de l'humanité? Ou quelque chose de catastrophique s'est-il produit? Les scientifiques proposent un scénario apocalyptique impliquant 3 satellites. Actuellement, 2 satellites, Deimos et Phobos, orbitent autour de Mars. Phobos se rapproche de la limite de roche et sera bientôt déchiré par la gravité de la planète. Les conséquences de la chute des débris de cette énorme pomme de terre seraient terribles, les volcans se réveilleraient, la brume atmosphérique disparaîtrait, la surface de la planète se réchaufferait. Cela s'est peut-être déjà produit après la chute de Thanatos, le 3e satellite de Mars que nous n'avons pas eu la chance de voir. Mais passons des hypothèses aux faits. Les données officielles indiquent qu'aucune sonde marinée, Mars, Viking ou Phoenix n'a détecté de forme de vie dans les échantillons de sol martien, et ce, malgré les nombreuses prises de vue du corps céleste. Cependant, une expérience significative a été menée en 2012, confirmant la théorie selon laquelle Mars était une planète abritant la vie. Des scientifiques ont prélevé des échantillons d'algues et de lichens poussant dans la région de l'Antarctique et les ont placés dans un environnement artificiel simulant l'atmosphère martienne. En un mois, les plantes non seulement n'ont pas péri, mais ont considérablement grandi. Il y a donc une chance que des micro-organismes survivent sur la planète rouge. Les recherches se poursuivent, de nouvelles missions sont prévues. La question ne sera donc pas résolue de sitôt. Par exemple, en juin 2018, le rover Curiosity a trouvé dans le cratère Gale une série de molécules organiques. Les résultats de la station interplanétaire du 25 juillet de cette année sont encore plus surprenants. Un grand lac souterrain a été découvert sur Mars, près du pôle sud de la planète. C'est la première fois que des réserves aussi importantes d'eau liquide sont découvertes. Il est possible que les bactéries qui ont disparu sur Terre pour une raison ou une autre continuent de survivre dans cet étrange lac. Ce lac de 19 km de large est très salé et ressemble probablement au célèbre lac sous-glaciaire Vostok en Antarctique, mais ce n'est qu'une ressemblance superficielle. L'eau y est extrêmement froide, jusqu'à -30 degrés, mais ne gèle pas en raison de la forte concentration de sel. Mais pour les bactéries, ce n'est pas une bonne nouvelle. L'eau du lac est riche en perchlorate, toxique pour la plupart des formes de vie connues, presque toutes. Mais pas toutes. Sur Terre, il existe une bactérie, Dichloromona aromatica, capable de décomposer les sels de potassium, de magnésium et de sodium en composés plus faciles à digérer, chlore et oxygène. Elle respire ce dernier et survit ainsi dans un environnement apparemment impropre à la vie. Pourquoi n'y aurait-il pas d'organismes similaires dans le lac martien? Sur Terre, il existe des créatures qui étonnent par leur capacité de survie. Par exemple, les tardigrades, ou oursons d'eau, vivent confortablement dans les mousses et les lichens. Dans le lac martien, il ne ferait pas assez froid pour eux, car leur plage de survie thermique s'étend de -272 degrés Celsius à +150 degrés Celsius. L'existence de vie organique sur Mars est également confirmée par les pointes saisonnières de méthane. Ce gaz peut être produit par des colonies de méthanogènes qui, soit dit en passant, se reproduisent très rapidement. Le nombre de certaines espèces peut doubler chaque heure. Il est donc possible que la vie sur Mars soit foisonnante, mais ne se révèle pas aux observateurs terrestres. Les bactéries intéressent les astrobiologistes, mais les gens ordinaires veulent des poulpes intelligents ou des petits hommes verts aux yeux tristes.
D'où la question, qu'en est-il des formes de vie complexes sur la planète rouge? Permettez-moi de vous proposer une allusion au film Life. Son scénario présente ce problème sous un jour original. Il ne faut peut-être pas chercher de grandes créatures, mais se concentrer sur les bactéries. Supposons que chaque micro-organisme sur la planète rouge, où qu'il soit et quel que soit son aspect, possède une capacité de croissance fulgurante et une capacité de survie incroyable. Que se passera-t-il si cet amas d'ADN, ne représentant qu'une seule cellule, sort d'un état d'anabiose millénaire à la suite d'un choc externe? Les chercheurs terrestres devraient-ils le considérer comme une forme de vie amicale? Dans ce cas, l'apparence n'a pas d'importance, c'est autre chose qui compte, une capacité de survie effrayante. Grâce à cette caractéristique, un organisme extraterrestre se développant à une vitesse vertigineuse ne se soucierait probablement pas du bien-être d'autres formes de vie. Sa survie serait primordiale, même au détriment des autres. Ajoutons à cette équation infernale un troisième élément, un esprit froid et un indice d'apprentissage élevé. Nous obtenons alors une créature qui, à partir de cellules inoffensives, se transforme en un monstre en un temps record, menaçant de mort et de destruction. C'est ainsi que la situation a été présentée dans le film mentionné. Ainsi, même en détectant un simple indice de vie sur Mars, les chercheurs ne devraient pas se précipiter pour annoncer joyeusement la nouvelle à la communauté terrestre et envoyer des échantillons sur la planète mère. Au contraire, ils devraient placer le micro-organisme inconnu en quarantaine dès que possible et l'observer attentivement. Il faut en conclure que les chercheurs et les colons de Mars ne doivent pas oublier qu'une créature apparemment inoffensive et impuissante peut présenter un grand danger et même provoquer une catastrophe mondiale. On peut comparer cela à l'action des virus tueurs invisibles qui ont coûté plus de vies que tous les soldats sur Terre réunis. Et s'ils avaient acquis de l'intelligence et avaient considérablement grandi? Alors, probablement, il n'y aurait plus de place pour toutes les formes de vie sur Terre. Il faudrait choisir une seule espèce dominante. Dans tous les cas, l'humanité doit sérieusement réfléchir, avons-nous vraiment besoin de chercher la vie sur Mars? L'âge de la planète sur laquelle nous vivons est estimé à 4,5 milliards d'années.